Son nom va rester dans l'histoire comme celui qui a détruit la Syrie. Tout le monde l'aimait, les infirmières aussi. Bachar est un garçon particulier. Il n'est pas très sûr de lui. C'est un introverti. Total. Il allait devoir devenir le chef. Pour lui, c'était trop écrasant. Il ne l'a pas supporté. Nous avons été surpris de le voir capable de faire tuer des gens. Ils m'ont fait descendre dans une cellule souterraine, obscure et très sale. Et je ne savais pas combien de temps j'allais y passer. Nous entamons de nouvelles relations. Pas pour quelques jours, pas pour quelques semaines. À partir de ce moment-là, il a un petit peu pété les plombs. Syria is very secure country. Not bulletproof. الشعب السوري شعب مسالم وولود. On pensait qu'il allait, comment dire, dégager. C'est pas une révolution, c'est du terrorisme. C'est ça, la logique de Bachar. Quand on lui parle du nombre de morts qui ne cesse de croître, il s'en fiche. Il dort sur ses deux oreilles. Nous sommes en décembre 2010. Bachar el-Assad est à Paris avec son épouse pour un voyage officiel de 3 jours. À chacune de ces visites, le couple a l'habitude de s'installer dans un palace près des Champs-Élysées. À cette époque, le président syrien est considéré comme un ami de la France. Quand il allait à Paris avec sa femme, il était accueilli avec tous les égards. C'était incroyable. La France lui montrait son amitié et son affection. Dans la matinée, Bachar el-Assad quitte à pied son hôtel avec ses gardes du corps et quelques collaborateurs. Il a rendez-vous à 300 mètres de là avec le président de la République, Nicolas Sarkozy, au palais de l'Élysée. Les relations avec la France étaient alors sur une très bonne voie. M. Sarkozy a joué un rôle essentiel dans ce rapprochement. Bachar el-Assad dirige la Syrie depuis 10 ans. La plupart des pays occidentaux le considèrent comme un dictateur, mais Nicolas Sarkozy pense pouvoir le guider sur une autre voie. Le calcul des conseillers diplomatiques de Nicolas Sarkozy à l'époque, c'est de dire le Satan américain a une telle image aujourd'hui au Proche-Orient qu'il y a donc une place à prendre. Et comme la nature a horreur du vide, prenons-la. Pour nous, c'était important. Notre devoir, c'est de sortir la Syrie de toutes ces pratiques qui sont condamnables pour la conduire vers un chemin qui va à quelque chose de mieux.
le président syrien n'a pas hésité à accepter l'invitation. Ce rapprochement avec la France devrait l'aider à atténuer son image de dictateur. Du côté de Bachar el-Assad, c'est absolument capital, parce qu'il a besoin d'une espèce de reconnaissance internationale et que la France lui offre. Pour Bachar el-Assad, c'était une sorte d'aboutissement dans cette recherche qui était de vivre et d'être perçu, d'être accueilli comme des chefs d'État ou de gouvernement ordinaires. C'est déjà la 5e rencontre entre les deux présidents. Nicolas Sarkozy croit alors que son homologue syrien est un partenaire sur lequel il peut compter. Le président était globalement très satisfait de la façon dont les choses évoluaient. Bachar commençait à tracer les lignes d'un nouveau fonctionnement de l'État, avec une nouvelle constitution, avec de nouvelles lois garantissant des libertés toutes nouvelles en matière de presse, de droit d'association, etc. Pour souligner cette proximité entre les deux présidents, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni ont convié Bachar el-Assad et son épouse à un déjeuner en petit comité. Le souvenir que j'ai de la conversation, c'est qu'elle avait été assez badine. C'était vraiment une conversation de couple à couple. C'est une atmosphère détendue, cordiale. À la fin du repas, des journalistes sont invités pour immortaliser cette image d'entente cordiale. Bachar el-Assad et son épouse se prêtent volontiers au jeu médiatique. Ils sont manifestement heureux d'être là. Je pense que ce jour-là, on ne peut pas ne pas être convaincu de leur bonne foi. C'est pourtant la dernière fois que Bachar el-Assad montrera ce visage rassurant. Car en cette fin d'année 2010, le vent de l'histoire va tourner. Moins d'un mois plus tard, dans ce petit village tunisien, une foule en colère accompagne le cercueil de Mohamed Bouazizi. Ce jeune vendeur ambulant s'est immolé par le feu pour protester contre le harcèlement policier. Cette manifestation marque le début d'une révolte qui va déferler sur les régimes autoritaires du monde arabe. Les gens demandent plus de liberté économique, moins de corruption et plus de liberté démocratique. C'est le début du printemps arabe et il atteint la Syrie au mois de mars. La contestation commence à Dera, une ville au sud-ouest du pays. En quelques minutes, une centaine de jeunes gens s'est rassemblée. Généralement, il était très simple pour les forces de sécurité de disperser les Syriens. Il suffisait de les intimider par des insultes. Mais cette fois-ci, c'était différent. Les jeunes n'avaient plus peur. On hésitait, nous, l'ancienne génération. On avait peur car on connaissait bien la cruauté de ce régime. Mais les jeunes, avec leur enthousiasme, ont avancé vers les forces de sécurité. Dans les jours qui suivent, la mobilisation s'intensifie et commence à se répandre dans d'autres villes du pays. Bachar el-Assad, si bienveillant et conciliant lors de son passage à Paris, va alors dévoiler une toute autre facette de sa personnalité. Pour contrer la révolte, il va choisir la répression totale. J'ai alors beaucoup répété que la solution militaire ne nous mènerait qu'à la destruction. Mais ce n'était pas l'avis des responsables de la sécurité, bien au contraire. Eux lui conseillaient d'arrêter les gens et de les tuer. Le 30 mars, Bachar el-Assad menace ses opposants en direct à la télévision depuis le Parlement syrien.
والمؤامرة كبيرة ونحن لا نسعى لمعارك. الشعب السوري شعب مسالم وودود، ولكننا لم نتردد يوما في الدفاع عن قضايانا ومصالحنا ومبادئنا، وإذا فرضت علينا المعركة اليوم فأهلا وسهلا بها. C'était un discours de raidissement, de fermeture, ça n'avait pas de sens. Donc je crois qu'il y a des pressions ou un environnement de pouvoir qui se sont exercés pour le faire changer d'avis. C'est le début de la descente aux enfers pour la nation syrienne. En quelques mois, les morts se comptent par milliers. C'est un pouvoir qui a été historiquement répressif. Donc, ils vont utiliser une nouvelle fois l'arme qu'ils pensent bien maîtriser, c'est-à-dire l'arme de la répression, de la violence. Et ils vont effectivement, pendant les 4-5 premiers mois, réprimer de manière sanglante des manifestations qui étaient pour la plupart pacifistes. Malgré cette violence, les manifestations ne faiblissent pas. Un jeune auteur ose même écrire un hymne anti-Bachar, un chant de contestation repris en chœur dans tout le pays. Quelques jours plus tard, l'auteur du texte est retrouvé assassiné. Le jeune chanteur a été torturé et ses cordes vocales arrachées. Une image insoutenable que veut le régime syrien pour faire comprendre au peuple qu'il n'a aucune limite dans l'atrocité lorsque son pouvoir est contesté. Nous avons été surpris de voir Bachar el-Assad avec un visage que nous ne lui connaissions pas. Nous avons été surpris de le voir capable de faire tuer des gens. Voici donc l'histoire d'un homme au double visage. D'un côté, le timide docteur Bachar, qui a dans un premier temps séduit l'Occident avec ses promesses d'ouverture. De l'autre, le terrible Mister el-Assad, dictateur, accusé du massacre d'une partie de son peuple depuis 7 ans, avec à la clé une guerre qui se déroule sous nos yeux avec ses centaines de milliers de victimes. Voici également l'une des premières clés qui éclaire peut-être la psychologie de Bachar el-Assad. Jusqu'à ses 30 ans, celui-ci n'a jamais imaginé faire de la politique, encore moins devenir président. Au contraire, il a tout fait pour échapper aux intrigues politiques de la dictature syrienne fondée par son père. En 1993, il était bien loin de Damas. Il était médecin au cœur de l'Europe, à Londres. Bachar el-Assad vit donc ici depuis 6 mois. Il finit ses études de médecine. Il a 29 ans et il est interne en ophtalmologie dans une clinique réputée. Il avait une formation médicale de base, mais il n'avait aucune expérience en chirurgie de l'œil. Et il fallait qu'on le forme à tout. Donc au départ, il s'occupait de procédures basiques, comme le soin des paupières ou d'autres tâches simples. C'était un très bon étudiant parce qu'il était très discipliné, concentré sur son travail. Il donnait l'impression d'aimer ce qu'il faisait et qu'il allait réussir. Il avait une très bonne relation avec les patients. Il communiquait toujours avec eux de manière extrêmement sensible. Tout le monde l'aimait, les infirmières aussi. Et il était très respectueux avec tous les échelons du personnel. Concentré sur ses études, Bachar el-Assad mène une vie discrète, entre la clinique et le petit appartement qu'il occupe dans un quartier huppé de Londres. Il semble tout faire pour qu'on oublie qu'il est le fils d'un des hommes les plus craints de la planète. Hafez el-Assad, dictateur,
qui dirige la Syrie d'une main de fer depuis plus de 20 ans. Revenons en arrière. Nous sommes en 1973. Hafez el-Assad a pris le pouvoir par un coup d'État militaire 2 ans plus tôt. Ce jour-là, dans la vieille ville de Damas, il est acclamé par une foule aux ordres, encadrée par les services de sécurité. Il avait fondé un régime qu'il contrôlait entièrement. Personne n'osait dire cela à l'époque, parce que le simple fait d'évoquer cette idée nous aurait valu une 20aine d'années de prison. Nous avions peur, même moi qui étais proche de lui. Quand les gens parlaient de politique ou citaient le nom de Hafez el-Assad, il baissait la voix. Le dictateur s'est imposé par la peur, car il est issu d'une communauté musulmane très minoritaire dans son pays, les Alaouites. Un peuple des montagnes, dominé pendant des siècles par les sunnites, la branche majoritaire de l'islam, qui compose 70% de la population syrienne. Les Alaouites, c'est une secte qui a une pratique religieuse très, très faible. Quand vous vous promenez dans les rues de Latakia, dans le pays alaouite, vous voyez, les jeunes filles sont en mini-jupe, il n'y a pas de voile, etc. Donc ce sont des gens qui sont très laïques et donc qui ont été rapidement en opposition avec la doctrine sunnite. Pour tenir le pays, Hafez el-Assad fonctionne en chef de clan. Il a placé des Alaouites au poste clé du régime, ainsi que des membres de sa famille. Hafez a 5 enfants et il compte sur son fils aîné Bassel pour prendre sa succession. Bassel a été formé depuis son enfance par son père. C'était son projet pour la présidence. Il fallait qu'il excelle dans tous les domaines, le tir, la natation, le parachutisme, l'administration. Et il faut reconnaître que la personnalité de Bassel était beaucoup plus forte que celle de Bachar. À droite, sur la photo, voici Bachar. Deuxième garçon de la fratrie, rien ne le prédestine à prendre un jour la succession de son père. Bachar est un garçon particulier. Il n'est pas très doué à l'école, alors qu'il est travailleur. Il n'est pas très sûr de lui. C'est un introverti total. Pour le dire les choses les plus simplement du monde, c'est un gros timide. Bachar el-Assad, dans la famille, se sent un petit peu isolé. Il est un peu le mal-aimé parce qu'il est écrasé par la personnalité de sa sœur aînée Bouchra, qui est une forte femme, et il est aussi écrasé par son frère aîné Bassel, qui est un type sanguin et qui est fougueux. À 16 ans, le lycéen Bachar n'a toujours rien d'un futur leader. Il porte peu d'intérêt à la politique et se consacre à ses études. Il se cachait la bouche avec sa main quand il parlait. Il ne regardait pas dans les yeux. Il était plutôt avachi, courbé. Il n'avait pas l'allure d'un personnage officiel, il était très banal. Un lycéen banal, mais qui ne peut pas échapper aux violences qui ensanglantent déjà son pays. Depuis la fin des années 70,
le régime de son père est secoué par une vague d'attentats. L'organisation islamiste des Frères musulmans lui reproche son régime laïque et autoritaire. Assad échappe à plusieurs tentatives d'assassinat et il va apporter une réponse sanglante à cette menace. En 1982, lorsque les Frères musulmans tentent d'organiser une insurrection armée dans la ville d'Hama, Hafez el-Assad choisit la solution la plus radicale. Il envoie ses troupes raser la ville. Le bilan, entre 20 et 30 000 victimes, dont une majorité de civils. Les Frères musulmans ont été mis au tapis par la garde d'élite, la garde républicaine que dirigeait le frère de Hafez el-Assad, l'oncle de Bachar, Rifat el-Assad. Ils ont décidé à l'époque qu'il fallait aller nettoyer toute cette poche de résistance. Et donc, ils n'ont pas fait de détails sur le terrain. Ça a été un massacre. La répression a été très violente et la chasse aux suspects a commencé. Une loi a été promulguée qui prévoyait la peine de mort pour toute personne suspectée d'appartenir à la confrérie des Frères musulmans. Il suffisait de dénoncer quelqu'un pour qu'il soit arrêté. Des dizaines de milliers de jeunes gens, au penchant patriotique ou progressiste, étaient jetés en prison, aux côtés des militants du courant islamiste radical. Toute critique et toute organisation était interdite. En 1984, alors qu'une grande partie du pays vit dans la terreur, Bachar, lui, commence ses études de médecine à l'université de Damas. Lui aspire à une vie tranquille. Il choisit l'ophtalmologie, qui est une spécialité où il n'y a pas d'urgence, sauf dans des cas exceptionnels. Il peut dormir chez lui, prendre des vacances et vivre une vie normale. C'est son objectif. Bachar a beau cultiver la discrétion, impossible pour lui d'oublier qu'il est le fils d'un dictateur. Comme ce jour-là, alors qu'il assiste tranquillement à un match de basket universitaire avec ses amis. Il était comme n'importe quel spectateur en train de regarder le match et les joueurs. Personne ne l'avait reconnu. Jusqu'à ce qu'un incident ne survienne. Un responsable d'une organisation étudiante a voulu le pousser pour avancer plus près du terrain. Il a alors senti des regards menaçants le fixer et il a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Le responsable étudiant est écarté sans ménagement par les gardes du corps qui veillent en permanence sur le fils du président. Ça a créé un gros incident, des armes ont été sorties. Bachar el-Assad ne semble pas apprécier ce statut si particulier. Il va alors trouver une solution en allant poursuivre ses études à l'étranger. À 28 ans, Bachar el-Assad entame donc une nouvelle vie à Londres. Interne en ophtalmologie, le jeune homme renfermé semble enfin s'épanouir. Il a dit « Je n'ai jamais été aussi heureux qu'à Londres ». Il est à Londres, il peut être lui-même et personne ne lui en fait le reproche. C'est également à Londres qu'il va rencontrer la femme de sa vie. Lors d'une soirée entre expatriés de la haute bourgeoisie syrienne, il tombe sous le charme d'une jeune fille de 18 ans, Asma. Il y a la jeune fille de la maison qui s'appelle Asma El Akras à l'époque, qui lui plaît beaucoup et il va commencer sa cour et c'est comme ça, mais sur fond de timidité intégrale, qu'il va rencontrer celle qui deviendra sa femme. Mais Bachar el-Assad n'aura pas le temps de faire sa vie à Londres, ni de finir ses études de médecine.
Le 21 janvier 1994, il reçoit un coup de téléphone de Damas. Son frère aîné, Bassel, vient de se tuer dans un accident de la route. Le régime vient de perdre son héritier et Bachar est le suivant dans l'ordre de succession. Il est venu me voir ce matin-là et il m'a dit que malheureusement, il ne pourrait pas continuer les cours parce qu'il devait retourner en Syrie après la mort malheureuse de son frère dans un accident de voiture. Il n'a pas montré d'émotion. Il était simplement assez mystérieux dans sa façon d'en parler. C'est le drame intime de Bachar, c'est qu'il est passé du stade d'ophtalmologue en devenir au stade de dictateur en devenir, d'un coup. Le lendemain, Bassel el-Assad est inhumé sur cette terre du clan familial, dans la montagne alaouite. Son père, Hafez, a voulu pour lui des obsèques dignes de celles d'un chef d'État. L'enterrement de Bassel a été un événement énorme. Je peux vous assurer que des millions de Syriens ont essayé d'atteindre Kardaa, où il était enterré. La famille et sa propagande avaient présenté Bassel comme celui qui allait apporter la modernisation. Tout le monde pleurait. Et c'était sincère parce que les gens l'aimaient. Aux côtés de son père, Bachar el-Assad fait sa première apparition publique ce jour-là. Le peuple syrien ne le connaît pas. C'est pourtant lui, désormais, le nouvel héritier du pouvoir. C'était un choc pour lui. Il était complètement déstabilisé. Il ne parvenait pas à retrouver ses esprits. ما كنت أتصور نفسي يوما أني سأقف هذا الموقف الجلل وقد رحل عن دنيانا أخي باسل. أذكرك مخلصا لعملك وفيا لوطنك أم أذكرك ممتطيا صهوة حصان أو موجة بحر. En quelques heures, il est devenu le centre de l'attention. Il allait devoir devenir le chef. Pour lui, c'était trop écrasant. Il ne l'a pas supporté. D'autant qu'il va devoir rapidement enfiler son nouveau costume de futur président. Pour son père, le temps presse. Hafez el-Assad est atteint d'un cancer et il lui faut imposer au plus vite ce nouveau successeur. Son père immédiatement lui dit « Tu dois prendre tel et tel dossier et venir travailler avec moi ». Hafez el-Assad craignait la déliquescence de l'État qu'il avait construit lui-même. Je sentais bien qu'il ne retrouvait pas chez Bachar ce qu'il voyait chez Bassel. Mais que faire? Il devait le préparer. Et là, Bachar coince. Le premier cercle de Bachar, le cercle familial, ce qu'ils en disent, c'est que pour la première fois de sa vie, Bachar a dit non à son père. Mais Hafez el-Assad ne lui laisse pas le choix. Il doit rapidement convaincre les hauts dignitaires du régime de la légitimité de son nouvel héritier, et Bachar est loin d'avoir le profil idéal. Un grand nombre d'officiels haut placés le voyaient comme un jeune non qualifié, trop gâté, qui n'avait pas été éduqué pour cette haute fonction et qui ne connaissait pas la complexité de la vie politique syrienne. Au départ, il ne le prenait pas au sérieux. Son père a immédiatement pris la décision de lui faire refaire son service militaire pour être accepté des ténors du parti et des grands généraux.
Une semaine après avoir quitté Londres et renoncé à sa carrière de médecin, Bachar el-Assad se retrouve donc en uniforme dans une académie militaire pour une formation accélérée. La formation militaire, c'est pour apparaître comme étant un digne successeur de son père, qui lui était un vrai militaire. Il va grimper tous les échelons à une vitesse remarquable. L'important, c'est qu'il puisse se prévaloir d'avoir des galons sur l'épaule. En novembre 1994, Bachar el-Assad est promu au grade de capitaine lors d'une cérémonie abondamment relayée par les médias syriens. Moins d'un an après son retour de Londres, il apparaît métamorphosé. Le discret étudiant en médecine semble avoir accepté son destin présidentiel, même ses plus proches amis ne le reconnaissent pas. Nous avons commencé à remarquer sa nouvelle personnalité. Il ne se couvrait plus jamais la bouche en parlant. Il ne se tenait jamais plus de façon avachie ou détendue. Il se tenait droit comme une épée. Quand il vous parlait, il vous regardait droit dans les yeux et bien au fond des yeux. Maintenant, on savait qu'on avait en face de nous un personnage officiel et qu'il se préparait à occuper bientôt les plus hautes fonctions. Après avoir obtenu ses galons militaires, Bachar el-Assad va devoir apprendre les subtilités du pouvoir syrien. Au début, il n'était pas qualifié pour ce travail. Cette fonction, président de la Syrie, c'est très complexe. Il y a chez nous 19 sectes et groupes religieux. C'est très difficile de diriger ce pays. Pour cela, il lui faudra contrôler, comme son père, les différentes composantes du régime. On parle d'une quinzaine de services de renseignement, le service de renseignement de l'armée de l'air qui est le plus puissant, le service de renseignement militaire qui est chargé de contrôler l'armée, le service de la sûreté générale. Hafez el-Assad a l'ingéniosité de placer à la tête de ces services des gens qui parfois s'aiment pas, donc qui vont passer leur temps à s'espionner entre eux. Donc en faisant ça, eh bien, ils ne pensent pas à le renverser. Il se battait en permanence contre le temps pour acquérir plus de connaissances, parfaire ses réseaux et être au niveau. Le deal, c'était « Tu atteins le niveau suffisant pour gagner le respect de ton père et devenir président. » Il n'allait pas risquer de voir la lignée s'éteindre avec lui, et il ne lui lèguerait le pouvoir que s'il était vraiment prêt et qu'il faisait le nécessaire pour l'être. Un an plus tard, une campagne médiatique pour vendre en quelque sorte Bachar el-Assad au peuple syrien est mise en place. Dans les journaux inféodés au pouvoir, il est présenté comme un réformateur. La propagande a commencé et ils ont désigné Bachar comme étant l'espoir. La campagne de communication était basée sur deux piliers, la modernisation et l'anticorruption. L'objectif n'est pas d'imposer Bachar el-Assad par la force, mais d'en faire le candidat idéal. Alors, pour maintenir l'illusion démocratique, Hafez el-Assad ne présente jamais officiellement son fils comme son successeur. ليخلفني لا وهو نفسه لم أسمع منه أبدا هذا الكلام. يعني نحن في قوانيننا في دستورنا ما في شيء، لا يوجد هناك
يعني أن القرابة تعطي حق الخلافة ما في عندنا هيك نظام الشيء. Bien sûr qu'il sait qu'il va mettre Bachar à sa place, mais les Syriens comptent, le peuple syrien compte. C'est d'ailleurs, il l'adoube en quelque sorte, mais il l'adoube intelligemment en laissant croire aux Syriens qu'ils peuvent encore avoir le choix de ne pas l'adouber, ce qui n'est évidemment pas le cas. En 1999, Hafez el-Assad est très affaibli par la maladie. Mais avant d'installer son fils au pouvoir, il doit le faire connaître sur la scène internationale. Pour cela, Hafez décide de se tourner vers la France. Les deux pays ont un long passé commun. Pendant 25 ans, la Syrie était un protectorat français, avant d'obtenir son indépendance en 1946. Dans les grands pays occidentaux et dans les grands pays développés, la France est le seul pays qui a des relations historiques avec la Syrie. La relation avec la Syrie est une relation importante, tout simplement parce que la Syrie est une clé de l'ensemble du Proche-Orient. Et c'est naturellement un pays où il faut être. Ce jour-là, Hafez el-Assad s'entretient donc avec le président Jacques Chirac et il lui demande de parrainer son fils. Jacques Chirac le confesse dans ses mémoires, où il dit en fait, Hafez el-Assad me dit, tu dois considérer Bachar comme ton fils, et donc prends-le sous ton aile et fais-en un président qui soit digne de me succéder, quoi. Jacques Chirac comprend tout de suite l'intérêt qu'il y a à dire à Hafez el-Assad, tu es malade, je vais m'occuper de ton fils et je lui ouvrirai la porte des diplomaties occidentales. En novembre 1999, Jacques Chirac reçoit Bachar el-Assad à l'Élysée. Un symbole fort qui le désigne aux yeux du monde comme l'héritier incontournable du pouvoir syrien. On sait que son père aussi lui a confié des dossiers avec des entreprises françaises. Alcatel remportera un contrat sur la sécurisation des communications de la garde présidentielle. دكتور أنا شرحت وجهة نظرنا بالنسبة للرئيس شيراك والرئيس شيراك دائما متفهم للحقوق المشروعة العربية بشكل عام ولسوريا بشكل خاص. À 34 ans, Bachar el-Assad incarne désormais l'espoir d'une libéralisation du régime syrien. Le président Chirac est séduit. Jacques Chirac le trouve en effet assez moderne, assez ouvert. Donc il y a une sorte de théorie qui commence à se répandre à l'époque, qui est que ça va être plus moderne. Voilà. Plus moderne comment, on ne sait pas très bien. Même les journalistes spécialisés qui vont l'interviewer durant ce séjour tombent sous le charme. Son père inspirait la crainte, Bachar el-Assad semble plus ouvert. Il est plutôt d'un abord sympathique et accessible, et on peut discuter, on peut poser des questions de fond, il tente d'y répondre, et on peut ne pas être d'accord avec lui, on peut l'interrompre et tout, ce qui n'était pas toujours le cas avec le père. On n'osait pas l'interrompre, le père. Il y a une sorte de bonhomie chez Bachar el-Assad. On se dit, tiens, après tout, le type paraît un jeune brave type. On se dit, bah, si c'est celui qui succède, pourquoi pas? Six mois plus tard, Hafez el-Assad s'éteint à l'âge de 69 ans. Immédiatement, sa garde rapprochée met à l'abri son héritier. Cette vacance du pouvoir pourrait engendrer un coup d'État. Bachar el-Assad ne fait toujours pas l'unanimité au sein du clan. Il est en position de faiblesse parce que le Raïs vient de mourir, son père. Il n'a pas encore pris les commandes.
Ils ont peur qu'il se fasse tuer. Il est mis à l'abri. Il est surprotégé sur ce coup-là. On le met dans un bunker, il n'a plus le droit d'en bouger. Tous les généraux et ce qu'on appelle le premier cercle, c'est-à-dire les gens qui l'entourent au plus proche, vont effectivement verrouiller toutes les portes syriennes, hein, l'armée, les renseignements, toutes les clés du régime doivent être verrouillées, tenues. Dès lors, les obsèques du président syrien vont servir à promouvoir son héritier. Dans les cortèges, on ne distingue pas seulement des portraits du défunt. La figure de Bachar el-Assad est également brandie au premier plan. Même Jacques Chirac joue le jeu de cette passation de pouvoir habilement orchestrée. Il est le seul chef d'État occidental à participer à la cérémonie. Il y va non pas pour rendre hommage à Hafez el-Assad, mais il y va pour adouber le jeune président inexpérimenté Bachar el-Assad. C'était le style général de Jacques Chirac, ça. Donc chaleureux, démonstratif, assez tactile et même affectueux avec le jeune, entre guillemets, Bachar el-Assad. Il partageait une sorte d'espérance qu'ont partagé beaucoup de Syriens, d'ailleurs, au début. Le sentiment c'est peut-être un changement prometteur pour le pays. En juillet 2000, candidat unique à la présidence, Bachar el-Assad est élu à la tête du pays par le Parlement syrien aux ordres du régime. Il reçoit en héritage un pouvoir dictatorial dont il connaît bien les rouages. Son père lui a également légué un entourage d'hommes de confiance qui contrôlent le parti unique, l'armée et les renseignements du pays. Le plan de succession imaginé par Hafez el-Assad prévoit que Bachar modernise la Syrie. Pour garantir la survie de la dictature et la mainmise du clan, il doit conserver l'adhésion de son peuple. Le jeune président a une feuille de route, mais il va très vite être dépassé par les événements. Ce jour-là, Bachar el-Assad doit faire devant le Parlement son premier grand discours en tant que chef de l'État. Les députés nommés par le régime lui sont tous acquis. Ce sont eux qui l'ont désigné comme candidat unique à la présidence. السيد رئيس مجلس الشعب السيدات والسادة أعضاء المجلس. Pendant plus d'une heure, le nouveau président décline les grandes lignes de son projet. Et certaines phrases résonnent comme un coup de tonnerre. المحور الأول ويتضمن طرح أفكار جديدة في المجالات كافة. Il envoie le message qu'il est le président de la réforme, le premier d'entre tous. فكان البعض يطالب باقتصاد شفاف والبعض الآخر بإعلام شفاف ولا شك في أهمية ذلك وأنا مع هذا الطلب. Dès ce premier discours, il parle aussi de la corruption. Il explique qu'il va lutter contre la corruption. Il déclenche réellement un vrai espoir chez les Syriens à ce moment-là. وإنهاء حالة التسيب واللامبالاة والتهرب من أداء الواجب. ولا بد من محاربة المفسدين. فالإنسان الذي أصبح رئيساً سيبقى هو نفسه الطبيب والضابط وقبل كل شيء المواطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beaucoup de Syriens à l'époque croyaient à la possibilité de réformer. Ils n'espéraient certainement pas bondir d'un seul coup vers une société libérale sur le mode occidental, mais au moins quelques réformes.
On espérait que cet homme, qui n'avait pas grandi dans la montagne, en paysan affamé comme son père, serait plus civilisé, loin de la barbarie, loin du système d'arrestation arbitraire. On a pensé qu'il allait apporter de la modernité. Et dès ses premiers jours au pouvoir, Bachar el-Assad donne des signes concrets d'ouverture du régime. Il libère des prisonniers politiques et nomme des ministres réformateurs. Il était sincère et sérieux parce que le monde entier était en train de changer. Nous étions dans l'ère post-soviétique et dans la révolution post-industrielle avec les nouvelles technologies. Donc il savait que cette vague allait traverser la Syrie et avec elle, tôt ou tard, la vague démocratique. Bachar sait qu'il n'a pas le choix, qu'il doit aller dans le sens de l'histoire pour conserver le pouvoir. Alors il va même recevoir au palais ses propres adversaires politiques, comme l'intellectuel Aref Dalila, farouche opposant au régime de son père. Il a évoqué sa volonté de réformer et a demandé ce qu'on pouvait faire. Ces réformes avaient, paraît-il, besoin de l'aide de toutes les grandes personnalités de l'opposition. Il m'a dit qu'il avait compris que la situation était bien pire qu'il ne l'imaginait. Quand nous avons discuté ensemble, nous avons parlé clairement, en toute sincérité, sans appréhension. Nous étions en parfaite harmonie, d'accord sur tout, ce qui laissait croire que la Syrie prenait effectivement une nouvelle direction. Un vent de liberté commence à souffler sur la Syrie. Une période que l'on appellera bientôt le printemps de Damas. Pour la première fois dans l'histoire du pays, la parole se libère. Des journaux d'opposition voient le jour. Certains publient même des caricatures se moquant des militaires ou des services de renseignement. Il va y avoir des salons, ce qu'on a appelé effectivement des forums démocratiques, des gens qui vont se réunir chez eux pour discuter de politique, ce qui est quelque chose d'absolument révolutionnaire. Le domicile de l'opposant Aref Dalila devient l'un de ces lieux de débat et de réflexion qui se multiplient dans le pays. On y retrouve des intellectuels, des étudiants, des journalistes. Les potentiels de la jeunesse et des intellectuels syriens ont été captifs pendant des dizaines d'années. Et comme le génie sort d'une lampe, ils sont sortis pour s'exprimer en toute liberté. Mais début 2002, le printemps de Damas prend une tournure que Bachar el-Assad n'avait pas prévue. Aref Dalila et 9 autres opposants publient un manifeste qui demande clairement la fin de la dictature. Nous avons appelé à la liberté, à l'état de droit, à l'élimination de l'autoritarisme sécuritaire, à la fin de la corruption et à l'arrestation de ceux qui sont à la tête de cette corruption. Directement visée par ces attaques, la vieille garde du régime fait alors pression sur le président. Ce pouvoir, habitué depuis 40 ans à ne pas entendre d'avis contraires, a commencé à craindre que les paroles ne deviennent des actes. Bachar aurait voulu que ça continue, je le savais. Mais ils l'ont convaincu et l'ont prévenu. Attention, ne fais pas d'erreur. Si tu ouvres grand la porte,
Tu ne pourras plus retenir les langues. Moins d'un an après son arrivée au pouvoir, Bachar el-Assad met un terme brutal à sa politique d'ouverture. Il n'y a pas de transition. C'est j'autorise, finalement, j'autorise plus. Bloom. Fin de l'histoire. Et c'est un coup derrière la tête, coup de bambou énorme pour tous les intellectuels et la société civile syrienne. Sur ordre du président, les services de sécurité passent à l'action. Les 10 intellectuels qui avaient appelé à la fin de la dictature sont arrêtés. Parmi eux, Aref Dalila. Je dormais encore et on a frappé fortement à la porte en criant « Sécurité de l'État, ouvrez !» J'ai enfilé vite fait un pantalon et une chemise et je suis allé à la salle de bain où j'ai pris ma brosse à dents et mon dentifrice. Ils m'ont dit « Non, non, vous n'en aurez pas besoin, vous reviendrez dans 2 heures. » J'ai dit « Si, j'en aurai besoin. » Ils m'ont fait descendre dans une cellule souterraine, obscure et très sale. Et je ne savais pas combien de temps j'allais y passer, puisque d'autres y sont restés des dizaines d'années. Après 10 mois de prison, Aref Dalila est jugé par un tribunal militaire. Lui et les autres signataires du manifeste sont condamnés pour atteinte à la sûreté de l'État. Aucune discussion n'a eu lieu pendant le procès, aucune question ne nous a été posée. Lors de la 4e séance, le président du tribunal a juste prononcé la sentence. Aref Dalila écope de la peine la plus lourde. 10 ans de prison. Les journaux d'opposition et les forums démocratiques sont tous fermés en quelques mois. Parallèlement, Bachar el-Assad va pourtant continuer à jouer les présidents réformateurs. Une condition obligatoire pour garder le soutien de ses partenaires occidentaux, et particulièrement celui de la France. En 2003, 2 émissaires de Jacques Chirac arrivent à Damas. Le président français leur a donné pour mission de réaliser un audit du régime syrien. Il nous a dit « Je voudrais aider certains dirigeants du Moyen-Orient, dont Bachar. J'ai des conversations avec lui et Bachar souhaite faire une vraie réforme administrative. On comprend que Chirac l'avait également poussé dans ce sens, se posant en tuteur ou parrain d'un jeune dirigeant dont il nous a dit par ailleurs qu'il éprouvait envers lui quand même une certaine méfiance. » Bachar el-Assad leur ouvre toutes les portes. Les 2 hauts fonctionnaires français enquêtent pendant 2 semaines sur le fonctionnement de l'État syrien. Ils rencontrent chaque ministre, puis établissent un rapport proposant des réformes drastiques. C'est un rapport sévère dans le diagnostic. Nous montrons que l'administration ne fonctionne pas du tout, que les ministères eux-mêmes ne fonctionnent pas du tout. Nous avons indiqué que l'administration devait être honnête et que le système ne permettait pas de garantir cela. Ce rapport pointe notamment le rôle des services de renseignement qui contrôlent tous les ministères. Nous disions que nous avons trouvé que dans les ministères, le dédoublement ou le triplement des fonctions par d'une part des fonctionnaires eux-mêmes, d'autre part des services, était très néfaste à une action publique efficace. On l'a tourné comme ça. Le rapport est dur envers le régime. Mais Bachar el-Assad ne semble pas s'en offusquer. Devant les 2 émissaires français, il se montre au contraire particulièrement coopératif. En principe, les rapports que vous mettez, surtout un grand dirigeant, c'est pas vraiment fait pour être lu. Vous avez un conseiller qui, en une page et demie, vous le résume.
Là, il l'avait lu lui-même. Il avait stabilocé des passages entiers, il nous a charcutés pendant 2 heures en posant des questions pointues comme un homme intelligent. Il nous a dit qu'il était content d'avoir un vrai diagnostic auquel il pouvait se fier, puisque le président Chirac est un de ses amis, nous ayant envoyé. Donc il nous dit que ça l'intéresse beaucoup et qu'il est prêt à mettre en œuvre une bonne partie de ce rapport. J'ai cru à sa bonne volonté sur le moment, oui, franchement. Le leader syrien semble accepter toutes les réformes préconisées par la France. Mais en réalité, rien ne va véritablement changer dans le fonctionnement du régime. Les services de sécurité tant critiqués vont bel et bien garder toute leur influence. Des réformes, certaines seront appliquées, mais elles buteront toujours quand même sur l'obstacle, ces forces obscures du régime que sont les services de sécurité qui vont lui mettre des bâtons dans les roues. Et en gros, donc, on libéralise l'économie. En revanche, pas de libéralisation politique. Bachar el-Assad n'a pas effectivement écouté le sage que pensait être Jacques Chirac quand il le conseillait. Il est en train de reprendre son pays de façon assez sévère. Pour Jacques Chirac, il est absolument indispensable de faire quelque chose. Jacques Chirac est extrêmement déçu. Il a compris que Bachar el-Assad n'est pas le réformateur tant espéré. Il décide alors d'agir pour affaiblir le régime syrien. Et il y a un dossier sur lequel il peut intervenir, celui du Liban, le pays voisin que les troupes syriennes occupent depuis maintenant 20 ans. Les hauts dignitaires syriens tirent de gros profits de cette occupation grâce à un réseau de corruption et de blanchiment bâti sous le règne d'Hafez el-Assad. Jacques Chirac, avec l'appui des États-Unis et de l'ONU, exige le retrait des troupes syriennes du Liban. Mais Bachar el-Assad n'a pas l'intention de se laisser dicter sa conduite. À Beyrouth, la capitale du Liban, la tension va monter d'un cran. En ce début d'année 2005, un homme incarne la résistance à la domination syrienne sur le Liban. L'ancien Premier ministre, Rafik Hariri, un allié de la France. Rafik Hariri, c'est un businessman qui a quitté le Liban il y a fort longtemps pour l'Arabie Saoudite où il a fait fortune, et qui est devenu ensuite un ami très très proche de Jacques Chirac. Et donc pour Rafik Hariri, ce qui comptait, c'était que les troupes syriennes partent du Liban. L'homme d'affaires vit alors sous haute protection. Les mois précédents, plusieurs opposants à l'occupation syrienne ont été assassinés. Bachar el-Assad l'aurait même menacé personnellement lors d'une rencontre quelques mois plus tôt. La rencontre a été extrêmement brutale, il y aurait même eu des menaces, etc. Et donc lorsque Rafik Hariri revient de cette visite à Damas, ses amis libanais lui disent « Mets-toi au vert parce que ta sécurité est en danger ». Ce jour-là, Rafik Hariri a rendez-vous au Parlement libanais. Peu avant 13h, il quitte un café du centre-ville avec un imposant service de sécurité. C'est un convoi de 20 voitures avec des brouilleurs de téléphones et de signaux partout. Les voitures sont des vrais hérissons. C'est des voitures ultra blindées qu'il fait faire spécialement en Allemagne. Ça pèse un char d'assaut, chaque voiture. On ne sait jamais dans quelle voiture il est monté. Son convoi passe devant ce qu'on appelait autrefois le quartier des hôtels, va prendre ce qu'on appelle la corniche. Une camionnette piégée vient d'exploser au passage de son convoi. Rafik Hariri est mort sur le coup. La charge d'1 tonne d'explosifs a soufflé une partie du quartier, faisant 20 morts et plus de 100 blessés.
Les Libanais immédiatement pointent la Syrie du doigt. Rafik Hariri était un ami très proche de Jacques Chirac. Dès le lendemain, le président français arrive à Beyrouth, accueilli par la famille du défunt. Jacques Chirac il est meurtri, parce qu'il a perdu son frère, presque, il a perdu son conseiller. Jacques Chirac est meurtri et surtout très en colère contre Bachar el-Assad. Il est persuadé que c'est lui le commanditaire de cet attentat. Il ne le lui pardonnera jamais. Jacques Chirac a des soupçons que l'on peut comprendre, même si rien ne pouvait être précisément et juridiquement établi. Il coupe les ponts et son amitié pour Rafik Hariri l'emporte sur l'analyse politique qu'il avait faite de la Syrie au début de son mandat. Donc c'est le moment de la rupture, et pour Jacques Chirac, d'une rupture sans appel. Et pour la France, ça signifie juste l'arrêt brutal, net et sans bavure des relations avec la Syrie. Si Bachar el-Assad est bien le commanditaire de cet attentat, il a fait un très mauvais calcul. 10 jours après la mort de Rafik Hariri, 1 million de personnes, soit le quart de la population libanaise, défilent à Beyrouth pour exiger le retrait des troupes syriennes. La Syrie est dans le collimateur de l'ONU. Son président pourrait même comparaître devant un tribunal international. Bachar el-Assad est obligé de céder. Il ordonne le repli de son armée. Ses troupes quittent le Liban 1 mois plus tard. C'est une humiliation et un échec. Bachar est celui-là un véritable revers, mais à tout point de vue. Après la mort de Hariri, oui, Bachar el-Assad a vécu une période difficile. La Syrie était isolée. Désormais considéré comme un paria sur la scène internationale, le président syrien pourrait se retrouver fragilisé dans son propre pays. Mais il ne s'avoue pas pour autant vaincu. Bachar el-Assad va réagir en alaouite montagnard. On fait le dos rond sous la tempête, on a une capacité de nuisance, on va l'exercer, on va parier sur le temps et on survivra. Et pour survivre, Bachar el-Assad va alors s'appuyer sur ceux en qui il a le plus confiance, les membres de sa famille. Chaque vendredi, le président dîne avec ses frères et sœurs, chez sa mère. Depuis l'élection de Bachar, ils sont devenus les personnages les plus influents du pays. Maher, son frère cadet, qui est le patron de la 4e division, c'est l'unité blindée qui est chargée de la garde de Damas. C'est un personnage violent qui a, par exemple, tiré sur son beau-frère dans les années 1998. Et puis aussi, il y a la sœur de Bachar, Bouchra, qui s'est mariée avec Assef Shawkat, qui est patron des services des renseignements militaires, donc un personnage tout puissant dans la galaxie sécuritaire. Ensemble, ils vont aider Bachar el-Assad à éliminer tous ses ennemis potentiels. Le vice-président Kadam a été évincé à cette époque. Puis ont suivi les opérations d'exclusion les unes après les autres. Les agents de la police secrète se permettaient de questionner un employé qui arrivait en retard au travail. C'était terrible. Il y avait des jours où ils étaient capables d'arrêter 200 personnes d'un même ministère. Toutes ces opérations
ont mené à la liquidation définitive des adversaires de Bachar el-Assad. 2 ans après la crise libanaise, aidé par son clan, Bachar el-Assad est devenu un dictateur aussi craint que son père. J'ai commencé à sentir à partir de 2007 que Bachar était devenu très orgueilleux. J'ai senti qu'il avait changé. Il ne parlait plus de projet de réforme. Il ne parlait plus du projet de modernisation qu'il avait annoncé quand on a commencé le travail. Il ne se montrait plus gêné par le comportement des services de sécurité. Même le gouvernement se sentait pris en otage. Les services de sécurité gouvernaient. Les gens n'en pouvaient plus. Car le président ne se contente pas d'exercer un pouvoir sans partage. Il a aussi fait main basse sur toute l'économie du pays. Au cours des années 2000, Rami Makhlouf, un cousin de Bachar el-Assad, est devenu l'homme le plus riche de Syrie. Téléphonie, BTP, il contrôle les principaux secteurs de l'économie et il redistribue les bénéfices à l'ensemble du clan Assad. Tous les opérateurs de téléphonie sont à eux, quelle que soit la marque. Du coup, les prix des téléphones portables et des abonnements sont plus chers que dans les pays voisins. Les commerçants de Damas disaient que Rami Makhlouf ne laissait même plus les miettes à la bourgeoisie syrienne, particulièrement à Damas et Alep, qui vivaient avant sur les appels d'offres de l'État. Hafez el-Assad était un dictateur et un despote, et les salaires étaient très bas, mais les factures d'électricité étaient si faibles qu'on n'en parlait même pas. En revanche, avec Bachar, j'avais des factures équivalentes à la moitié de mon salaire. Bachar est arrivé avec une nouvelle forme de tyrannie, celle du vol et du capitalisme. Donc il s'est avéré que cet homme est encore pire que son père. Bachar el-Assad parvient à garder le contrôle du pays. Il ne lui reste plus qu'à redorer son image sur la scène internationale. En 2007, l'enquête de l'ONU sur la mort de Rafik Hariri piétine. Pour le moment, aucune preuve formelle n'a été apportée. Même si tous les indices accusent Damas, les poursuites envers le dictateur syrien sont suspendues. Si Jacques Chirac ne lui pardonnera jamais, tout va changer en 2007 avec l'arrivée du nouveau président, Nicolas Sarkozy. Il se démarque de son prédécesseur et va chercher à renouer le fil du dialogue avec la Syrie. Pour Bachar el-Assad, l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Élysée est une opportunité à saisir. Il tente alors de rétablir le dialogue avec Paris. Peu après l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, nous avons été contactés par le ministre des Affaires étrangères de Bachar el-Assad qui proposait que nous retrouvions des liens entre nous. Nicolas Sarkozy voit lui aussi une occasion de s'illustrer sur la scène internationale en prenant le contre-pied de son prédécesseur. La France est une grande puissance et la France a une parole particulière dans cette région du monde. Et puisque la Syrie lui tend la main en lui disant « on veut revenir dans le concert des nations », c'est le devoir de notre diplomatie que de dire « chiche, on va essayer ». Nicolas Sarkozy part d'un principe qui était réaliste, c'est de dire bon, soit on a la preuve que Bachar el-Assad a ordonné l'assassinat de Rafik Hariri et on condamne, etc. Si on n'a pas la preuve, on ne peut pas continuer de marginaliser la Syrie.
En signe d'ouverture, Claude Guéant est envoyé à Damas pour rencontrer Bachar el-Assad. Après des années de tensions entre la France et la Syrie, il ne sait pas encore quel accueil va lui être réservé. Nous l'avons vu dans un immeuble tout gris de la ville, la rue barrée par des chars. Enfin, c'était très, très trouble comme ambiance. Ce que je remarque ce jour-là, c'est que c'est un personnage qui est très rigide dans sa façon d'être, dans sa façon de parler. Il ne veut pas donner le sentiment qu'il cède. C'est quelque chose, me semble-t-il, très important dans sa psychologie. Les premiers propos de Bachar el-Assad sont quand même encourageants. Il confirme sa volonté de renouer avec le reste du monde. Il promet de libéraliser son régime, de faire des avancées vers davantage de liberté pour la presse, pour l'expression des gens. L'entrevue s'est bien déroulée, mais en sortant de la pièce, Claude Guéant se rend compte que le président syrien cherche à lui faire passer un dernier message. Une porte était ouverte, qu'évidemment on avait laissée ouverte intentionnellement, derrière laquelle s'activaient des gens sur des appareils qui étaient à l'évidence des appareils d'enregistrement des conversations que nous venions d'avoir. Disons que c'était un peu rébarbatif. Ce n'était pas une entrée en matière qui était très convenable, ni même très acceptable, mais c'était le message que ce régime existait, qu'il avait sa force. Malgré cette tension, Nicolas Sarkozy joue le jeu du rapprochement. En 2008, il invite Bachar el-Assad à Paris pendant les festivités du 14 juillet. C'était la victoire définitive. Le couronnement et l'absolution de Bachar el-Assad par les mains de l'Occident. Vous avez bien compris que nous entamons de nouvelles relations, pas pour quelques jours, pas pour quelques semaines, des relations structurelles, stratégiques. Tout de suite, Nicolas Sarkozy a fixé la règle du jeu. Il a quand même pris la Syrie et Bachar avec des pincettes, si je puis dire. Je n'ai jamais oublié la consigne du président Sarkozy. S'il déraille, on le remet dans les ténèbres. Le président syrien n'est pas le seul dirigeant du monde arabe convié ce jour-là par Nicolas Sarkozy. Mais l'on ne retiendra que lui. Bachar el-Assad, lui, arrive avec sa grande taille et visiblement très en forme. Et en effet, non pas le héros de la fête, mais la personnalité qui, physiquement et politiquement, se remarque. Pour nous, c'était la preuve qui confirme que tous les discours de l'Occident sur la corruption, les valeurs et les droits de l'homme ne sont qu'une imposture. Et qu'en vérité, les Occidentaux sont juste des gens pragmatiques qui défendent leurs intérêts. À partir de ce moment-là, il a un petit peu pété les plombs aussi, parce qu'il s'est cru être un peu, pas le roi du monde, mais en tout cas, il s'est dit, voilà, vous vous rendez compte, 3 ans auparavant, on le menaçait du tribunal pénal international, et là, il parade sur les Champs-Élysées. Bachar el-Assad va alors profiter de cette réhabilitation pour redorer son image auprès de l'opinion occidentale. Quelques mois plus tard, il reçoit à Damas une équipe de télévision française.
le président syrien est devenu un expert du jeu médiatique. Comment ça va? Très content de vous revoir. Moi aussi. Monsieur le Président, je suis très heureux de faire la connaissance. Affable, sympa, ouvert, prêt à répondre à toutes les questions. Un certain nombre de pays occidentaux vous considèrent aujourd'hui plutôt comme un conservateur, défenseur d'un système autoritaire. Alors j'ai envie de vous poser une question toute bête. Qui est le vrai Bachar el-Assad? Le réformateur ou le conservateur? This is a very important question, and it's always about the terms. You can be reformative, and you can be conservative reformative. Like you have in the economy, we are opening our economy with regulation, not without regulation. So that's how I see it. Conservative, reformative. J'ai l'impression quand même qu'il a acquis des mécanismes de réponse. Il a l'habitude, il connaît le métier. Il sait ce qu'il faut répondre à telle ou telle question qu'il considérera comme un peu dure ou difficile, insidieuse. Et donc, il est devenu un professionnel. Je dirais pas du mensonge, mais globalement, je pense qu'il était là pour montrer que peut-être on peut voir la Syrie autrement. En gage de modernité, et pour montrer que tout va bien dans son pays, Bachar el-Assad embarque les journalistes dans sa propre voiture et il les invite au théâtre. Whenever I go to my work, to the palace, I only drive myself. But it's very unsecure. No. Syria is a very secure country. Not bulletproof. You can open the window, check it. Open your window? Yeah. There's no risk, actually. You cannot be secure through bodyguards. You can secure through having secure society. C'est une grande mise en scène pour montrer que les choses changent en Syrie. Qu'il y a un président jeune, on circule en toute liberté. Avec ma femme, regardez, on n'a même pas de sécurité autour de nous. On y va. La sécurité, je pense qu'elle était quand même derrière. Ils suivent à distance, de toute façon. On ne les voit pas, mais ils suivent à distance. Les porte-flingues sont à distance. Ça, c'est clair. Arrivé au théâtre de Damas, le président se mêle aux spectateurs. Il veut montrer sa popularité aux journalistes français. Tout le monde se mêlait, venait vers nous, nous parlait. Ah, Bachar, je l'ai connu plus jeune, il était brillant, c'était un type bien et tout. Naturellement, on venait nous asséner des vérités bien calculées. Je me dis, ils ont bien affiné leur position, bien affiné leur communication. Pour tenter de séduire l'Occident, Bachar el-Assad dispose d'un atout de charme. Son épouse, Asma. Elle tente d'incarner parfaitement l'image de modernité que veut renvoyer son époux. C'est une occidentale, en fait. Elle est d'origine syrienne, certes, elle est syrienne, mais elle a été élevée en Angleterre, elle est banquière, elle est belle, très belle. C'est un excellent élément marketing pour Bachar. Elle vend son époux. Elle a appris aux côtés de son mari à être très manipulatrice dans les propos. Vous passant la main dans le dos en disant « Ah, mais vous savez, bon, mon mari vous apprécie. » Nous, on a une autre vision des choses. Il y a le passé, maintenant c'est l'avenir. Nous, on veut incarner cette nouvelle génération au pouvoir. Trois ans à peine après avoir été banni de la scène internationale, Bachar el-Assad est de nouveau accueilli à bras ouverts en Occident. Mais en 2011, l'explosion du printemps arabe et la répression sanglante opérée par le président syrien va une nouvelle fois montrer la vraie nature de ce régime. En quelques mois, la révolte tourne à la guerre civile. La rébellion commence à s'armer avec la création de l'armée syrienne libre qui tient tête à l'armée régulière. La situation s'enlise pour Bachar el-Assad, mais le dictateur s'obstine et pour garder le pouvoir, il va faire preuve d'une violence sans limite.
En février 2012, l'armée de Bachar el-Assad bombarde massivement Homs, la troisième ville de Syrie. Depuis quelques mois, la cité est devenue l'épicentre de l'insurrection. L'armée syrienne libre occupe alors plusieurs quartiers de la ville. Des centaines de civils sont tués. C'est l'offensive la plus sanglante depuis le début du conflit. Ébahi, on a découvert que Bachar el-Assad était un assassin de masse, alors qu'on pensait que c'était juste un dictateur. Un mois plus tard, le dictateur apparaît dans l'un des quartiers repris à la rébellion. Peu importe le nombre de morts, Bachar el-Assad se montre prêt à tout pour rester à la tête du pays. Le « je ne céderai pas »,« je ne tiendrai bon », cette espèce d'aveuglement assassin, on a fait une marque de fabrique et une marque de sa propre personnalité. Il se considère comme un être différent de n'importe qui d'autre. Et il pense que tout ce qu'il dit est vrai. Parce qu'une partie du peuple syrien se soulève contre lui, il considère que ce sont des infidèles et qu'il a le droit de les tuer. C'est pour cela qu'il est indifférent à leur sort. Quand on lui parle du nombre de morts qui ne cesse de croître, il s'en fiche. Il dort sur ses deux oreilles. À cette époque, le président syrien semble déconnecté de l'horreur dans laquelle son pays est plongé. Lorsqu'il échange par mail avec son épouse, il ironise sur les revendications de ses opposants. Dans la suite de ces messages interceptés par la rébellion, on découvre qu'Asma el-Assad dépense des fortunes en achat de produits de luxe sur Internet. Malgré les milliers de morts, le couple présidentiel continue à vivre comme si de rien n'était. Ça décrit son caractère que Asma el-Assad continue de se faire fournir par Vuitton, Louboutin et autres très jolies marques de luxe françaises et étrangères, chaussures et vêtements divers. Évidemment, c'est choquant. Mais aux yeux du monde, Bachar el-Assad ne peut plus faire illusion. Et au sein de la communauté internationale, certaines puissances commencent à envisager une intervention militaire pour le renverser. Au départ, nous pensions, quand je dis nous, c'est pas simplement les Français, les Américains, même les Russes, on pensait que, il allait, dégager. En 2012, François Hollande est élu président. L'un des premiers actes du nouvel occupant de l'Élysée sera d'envoyer des armes à l'opposition syrienne. Donc, nous poussons les forces qui, à l'époque, sont assez puissantes, démocratiques, qui veulent qu'il y ait une Syrie diverse. Mais cette opposition démocratique va être débordée sur le terrain. Car une nouvelle force vient d'entrer en jeu dans la guerre syrienne, les milices islamistes. Des groupes paramilitaires opposés depuis toujours au clan alaouite de Bachar el-Assad et qui recrutent au sein de la population sunnite du pays. Il y avait des opposants islamistes qui voulaient prendre leur revanche sur un pouvoir qui les avait réprimés.
Ces milices vont être financées par le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie, des voisins opportunistes qui veulent profiter du chaos ambiant pour étendre leur influence dans la région. Rapidement, l'argent et les armes sont allés justement aux islamistes. La Syrie devient le rendez-vous du djihad international. Les camps sont montés, les camps d'entraînement. En à peine un an, les milices deviennent la principale force d'opposition. Certaines sous la bannière d'Al-Qaïda sont déjà aux portes de Damas. D'autres revendiquant leur appartenance à l'État islamique, un nouveau groupe djihadiste né en Irak, commencent à semer la terreur dans le reste du pays. Une menace grandissante que Bachar el-Assad va savoir utiliser à son profit. Depuis le début de l'insurrection, il a ordonné la libération de dizaines de détenus djihadistes qui sont allés grossir les rangs des milices. Il fait un truc incroyable et il dit à certains, vous les opposants, vous rentrez en prison, et à d'autres, beaucoup de voyous, de criminels et quelques islamistes bien durs et bien radicalisés, vous sortez de prison. Il est avéré qu'il a fait libérer toute une série de gens qui ont largement alimenté les dirigeants des mouvements djihadistes. La montée en puissance des islamistes va servir de prétexte à Bachar el-Assad pour continuer sa répression sanglante. Il peut désormais se poser en rempart contre le terrorisme. تلتزم فيها الدول المعنية الإقليمية والدولية بوقف تمويل وتسليح وإيواء المسلحين. La Syrie s'est trouvé un ennemi. C'est pas une révolution, c'est du terrorisme. C'est ça la logique de Bachar. Et il n'en démord pas. Hein. Il oublie de dire que c'est lui qui les a libérés en partie, que c'est lui qui a amené tout ce qu'il fallait pour que le terrorisme s'installe. Mais du coup, c'est plus Bachar el-Assad qui opprime son peuple révolutionnaire, c'est Bachar el-Assad qui sauve son peuple du terrorisme. À Paris, personne n'est dupe. Sous couvert de lutte contre le terrorisme, c'est bien l'opposition démocratique syrienne que Bachar el-Assad est en train d'anéantir. François Hollande et son état-major préparent alors une intervention militaire contre le président syrien. La France agirait au sein d'une coalition menée par les Américains. Nous préparons les plans, les Américains, les Britanniques, les Français et tel pays arabe. Qui est-ce qui va faire ça? Qui est-ce qui va attaquer de telle ou telle manière, etc. Mais cette menace d'une attaque occidentale n'effraie pas Bachar el-Assad. Au contraire. Le 21 août, un pas de plus est franchi dans l'horreur. Un bombardement au gaz sarin dans la banlieue de Damas tue plus de 320 civils. L'utilisation d'armes chimiques était une limite à ne pas franchir, fixée par la communauté internationale, et notamment par le président américain Barack Obama. Les investigations rapides établissent que c'est indiscutablement le régime de Damas. Du même coup, nous avions préparé un certain nombre de choses, mais les plans se précisent. Et les plans, c'est quoi? C'est le plan d'une attaque contre Bachar, non pas personnellement, individuellement, mais pour lui faire comprendre qu'il ne peut pas recommencer en matière d'armes chimiques et qu'il doit absolument négocier. Les forces de la coalition sont sur le point d'intervenir en Syrie. Mais le président Hollande reçoit un coup de téléphone de la Maison-Blanche qui va tout changer. À la fin d'après-midi, Obama appelle François Hollande. J'étais là.
Et le président Obama commence par des considérations générales. Et puis, il en vient au fait. Et même s'il ne dit pas qu'il a fait volte-face, non, il dit, mais c'est plus compliqué que prévu, et je veux me donner un petit peu de temps, etc. Bon. On comprend très bien qu'en fait, il a renoncé. Évidemment, ça tue l'opération, puisque c'est une opération qui devait être concertée. Il n'était pas question qu'on la fasse tout seul. Obama n'a pas confirmé la frappe, parce qu'il pensait que si le régime s'écroulait, il y aurait peut-être des démocrates quelque temps, mais que finalement il serait balayé par les islamistes. Cette volte-face américaine va permettre à une autre grande puissance de prendre la main. La Russie de Vladimir Poutine. La Russie est un allié indéfectible de la Syrie depuis les années 70. C'est le seul pays, avec l'Iran, qui soutient Bachar el-Assad depuis le début de la guerre civile. M. Poutine est un homme très dur, mais en même temps très intelligent, qui comprend que si Obama n'est pas intervenu alors qu'il en avait pris l'engagement, ça veut dire que les Russes peuvent avancer. Le président russe tente alors un coup de poker diplomatique. Si le principal problème ce sont les armes chimiques, il a peut-être une solution qui ne nécessiterait aucune intervention militaire contre Bachar el-Assad. Vladimir Poutine a carrément pris Bachar el-Assad au collet et lui a dit tu vas liquider ton arsenal chimique et ainsi, voilà, tu vas sortir par le haut. Un mois plus tard, le plan du président russe est présenté à l'ONU. Le président syrien s'est bel et bien engagé à détruire son arsenal chimique. La coalition occidentale, qui a déjà renoncé à l'intervention militaire, n'a d'autre choix que d'accepter. Et les Américains ont compris effectivement qu'ils avaient peut-être intérêt aussi à aller dans ce sens-là. La résolution est adoptée à l'unanimité. La Russie fait son grand retour sur la scène internationale et Vladimir Poutine s'impose en tant que nouvel arbitre du conflit syrien. Compte tenu du fait que les politiques américaines, françaises et autres ont échoué, en Syrie, les Occidentaux aujourd'hui sont hors jeu. En fait, on n'a plus de carte en main. Ça se passe du côté des Russes, un peu avec les Iraniens. Mais le grand gagnant de cette sortie de crise, c'est Bachar el-Assad. 8 mois plus tard, l'indéboulonnable président syrien entame son 3e mandat. أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري. Une cérémonie en trompe-l'œil. Car après 3 ans de guerre civile, ce n'est plus vraiment lui qui dirige la Syrie. Les Russes et les Iraniens tiennent le régime à bout de bras, et sur tous les fronts, la menace islamiste continue d'avancer. À la fin de l'été 2015, Bachar el-Assad ne contrôle plus qu'1 tiers de son pays. Daesh est à l'apogée de sa puissance et a fait de Raqqa dans le nord la capitale de son califat. Même la région d'origine de la famille Assad, un bastion réputé imprenable, est encerclée par les djihadistes. Latakia, la capitale du pays alaouite, là, est menacée très clairement par les rebelles qui sont en haut de la montagne et qui pourraient descendre et là pour faire des carnages. Même Damas est menacé. Bachar el-Assad ne doit sa survie qu'au bombardement massif de l'armée russe et aux combattants sur le terrain, financés par l'Iran, qui le protège des rebelles syriens. Il ne peut plus exercer son pouvoir, car des forces étrangères beaucoup plus puissantes que lui sont présentes en Syrie. Il ne peut pas non plus profiter de son argent, il a tout perdu.
Et son nom va rester dans l'histoire comme celui qui a détruit la Syrie. Enfermé depuis des mois dans son palais présidentiel, Bachar el-Assad n'est plus qu'un président fantôme, à la tête d'un pays en ruine. Des villes entières ont été rasées. Entre 300 et 400 000 Syriens sont morts et 6 millions de personnes ont pris les chemins de l'exil, soit un quart de la population. Jamais dans leur histoire, et Damas est la capitale la plus vieille du monde, jamais les Syriens n'ont eu à faire face à une telle situation. En avril 2017, un nouveau bombardement à l'arme chimique attribué au régime syrien fait au moins 87 morts et des centaines de blessés dans la ville rebelle de Khan Cheikhoun. En guise de représailles, le président américain Donald Trump envoie 59 missiles Tomahawk détruire une base aérienne de l'armée syrienne. Une frappe symbolique qui n'aura aucune conséquence, ni sur l'issue du conflit, ni sur le sort de Bachar el-Assad. Je pense que dans son imagination, il doit penser qu'il sera là encore demain parce que les astres lui ont été favorables et qu'il peut y avoir un énième retournement de situation. En octobre 2017, l'État islamique perd les villes de Raqqa et Deir ez-Zor, ces deux derniers bastions en Syrie. Ce recul de Daesh offre un nouveau répit au président syrien, mais pour combien de temps ? En pratique, la révolte nous a montré que le régime syrien ne pouvait pas être maintenu en l'état. L'avenir de la Syrie, si on parvient à réconcilier ses différentes composantes, devra passer par une union nationale. Si les divisions persistent, la Syrie restera dans un état de conflit permanent. Des clans qui se feront la guerre, des vengeances sans fin, et la Syrie disparaîtra. Il y a un moment où la Syrie va devoir grandir ou être enterrée, quoi. C'est aussi simple que ça. On ne sait pas encore, c'est terrible, on est en train de voir en temps réel la gestation d'un futur État ou la mort d'un ancien. On ne sait pas encore, c'est pas encore décidé.